la librairie Maupetit, les mots trouvent leur voie. Bienvenue dans le 3e épisode des podcasts de la librairie Maupetit. Vous allez écouter l'enregistrement d'une rencontre ayant eu lieu le 23 mai 2025 à la librairie avec Pierre Stamboul et Brigitte Chalande qui font partie du collectif d'auteuristes du livre Gaza, mort, vie, espoir à propos de la situation actuelle en Palestine. Cette rencontre a été organisée en partenariat avec Palestine 13, le groupe départemental de l'association France-Palestine Solidarité, dont vous pouvez retrouver l'actualité sur leur site assopalestine13.org. Une collecte de dons a été organisée ce soir-là, dont vous allez entendre parler dans l'enregistrement. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour, je suis Brigitte Chalande. J'arrive de Montpellier. J'ai mis 3h30 pour arriver à Marseille. Pour vous expliquer un petit peu les photos qui circulent, c'est 2 grandes photos, dont une de scolarisation à l'école solidaire avec ce monsieur qui est Marcel, dont il est question dans le livre, et une autre photo, je ne sais pas où elle est, avec un grand monsieur qui est Abou Amir, dont vous allez entendre beaucoup parler pendant cette soirée. Et donc, c'est une distribution de repas collectifs. Et donc, effectivement, si je me suis permis d'amener la boîte, c'est parce que tout le travail dont il va être question et dont on va vous parler maintenant et qui est relaté dans le livre, c'est effectivement un travail fait par ces équipes qui sont à Gaza et qui ont travaillé au jour le jour, et notamment avec Abou Amir, donc, qui est là, qui est le coordinateur de l'Union juive française pour la paix à Gaza. Et ils font beaucoup de choses, je vous en parlerai, on en parlera en détail après. Donc voilà, c'est la boîte, c'est la collecte. Comme ça, vous savez où va l'argent, parce que l'argent peut encore passer. L'argent passe encore, et on a envoyé plus de 600 000 euros depuis octobre 2023. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher, à chaque fois, je crois que c'est la 4e présentation qu'on fait avec Pierre. On est 6 à avoir écrit ce livre. Donc, on est 5 en France. Et Abou Amir, donc, qui est aussi auteur de ce livre, qui lui est à Gaza, donc il ne peut pas participer. Et on essaye de faire ces présentations en binôme, d'être 2 à chaque fois, voilà, parce que c'est mieux, c'est plus vivant. Et en fait, c'est un 2e livre. On a déjà fait un livre en 2017 qui s'appelait Jean de Gaza, dans lequel effectivement Pierre Stamboul et Sarah Katz et moi-même étions également auteurs, qui était plutôt un livre de témoignages sur la vie à Gaza et la formidable vie à Gaza et la profusion de travail associatif et citoyen qui existait et qui existe encore à Gaza. Et donc, dans les présentations qu'on a fait ces derniers temps, quand après le bouquin est vendu, que les gens viennent nous demander des fois de faire une signature, quoi. Moi, je ne peux pas écrire autre chose et j'écris que ça, donc je n'écrirai que ça, si vous voulez, qu'un livre qu'on aurait tellement aimé ne pas avoir à écrire. Et dans ma phrase, il y a ne pas avoir à écrire, c'est pas simplement écrire. Et ne pas avoir, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. On n'a pas eu le choix que d'écrire ce livre. Et du coup, ça rejoint quelque chose que Abou Amir, qui envoie des témoignages jour et nuit, au début c'était 2-3 par semaine, maintenant c'est 2 voire 3 par jour. Et donc Abou Amir, dans une des dernières chroniques, disait... je suis désolée d'écrire et d'écrire tant, mais je n'ai pas le choix. C'est la seule façon, c'est la seule chose qui nous reste pour résister et pour témoigner au monde de ce qui se passe et refuser de partager le silence, parce que partager le silence, c'est être complice du génocide. Voilà, donc peut-être qu'on peut dire qu'on est dans la même posture, c'est-à-dire que ce jour-là, moi quand j'ai envoyé les chroniques sur mes boucles, j'ai dit un peu la même chose, je suis désolée, il y a beaucoup de chroniques, vous n'êtes pas obligés de les lire toutes, mais en tout cas, moi je les publierai toutes, voilà. Donc ce livre, il a un petit peu pour origine un voyage, enfin une mission dans laquelle on était au Caire le début octobre 2023, avec quelqu'un qui est là aussi d'ailleurs, Régine.
On était 7. Il y avait Thomas Porte et on était dans une mission qui devait rencontrer toutes les associations, les structures de la société civile pour témoigner ensuite à l'Assemblée nationale de cette vie à Gaza, pour raconter Gaza, mais à partir justement du travail des organisations de la société civile. On n'est pas rentré. Alors, on n'est pas rentré à cause du 7 octobre, on n'est pas rentré parce qu'on n'a pas eu les autorisations de la sécurité égyptienne, parce qu'on ne savait pas que, en fait, entre le Caire et Gaza, il y a 400 km, il y a la traversée du Sinaï, et c'est une zone totalement militarisée, avec des checkpoints partout, et donc on n'a pas eu l'autorisation de traverser cette zone-là. Et du coup, Abou Amir, il est sorti parce qu'il était trop triste qu'on ne se voit pas et qu'on ne travaille pas ensemble. Et donc, on a travaillé ensemble avec Thomas Porte, avec le petit groupe, on était 7. Et moi, j'avais commencé à ce moment-là à écrire dans Alter Midi. Alter Midi, c'est un journal de la région PACA et Occitanie, un journal de la presse indépendante, puisqu'en fait, je travaille pour la presse indépendante. Donc, je sortais des chroniques tous les jours pour raconter un peu notre vie au quotidien et ce qui se passait donc dans nos entretiens avec Abou Amir, qui racontait Gaza, qui racontait le projet agroécologique dont Pierre va parler après. Et puis, il y a eu le 7 octobre, on l'a vécu donc ensemble à Gaza, en direct, on va dire, en direct et avec même des informations précises, puisque le 8, je crois, ou le 7 au soir, sont arrivés de Gaza le Mokhtar de la région où tout le travail paysan se fait, plus quelqu'un d'autre. Et en fait, on a passé une soirée ensemble et il nous a raconté un petit peu en détail comment s'était passé le 7 octobre. Et nous, on a repris l'avion le 8. Et à partir de là, on a reçu tous les jours, on a reçu des témoignages. Donc très rapidement, on s'est constitué essentiellement avec les gens de l'UJFP, mais pas que, puisque moi je ne suis pas à l'UJFP. On a constitué un petit groupe qui s'appelle Collectif Gaza et qui a travaillé sur ces informations qu'on recevait au jour le jour, donc les mettre en forme, les mettre sur les sites et commencer à réfléchir pourquoi on acceptait de financer tel ou tel projet, etc., etc. Et avant l'été, on s'est trouvé avec cette masse d'informations assez extraordinaire, de témoignages non seulement de première main, mais surtout de témoignages d'une résistance collective. Et ça, c'était sacrément essentiel. Donc on s'est retrouvé avec ça et on s'est dit on va écrire un livre. Et donc on s'est lancé dans l'écriture du livre collectivement, effectivement, et je peux en témoigner parce que on a fait beaucoup de séminaires et de visios où en fait tout le monde n'a pas tout écrit, on s'est partagé les parties, mais en tout cas tout le monde a tout lu et tout le monde a tout repris. Voilà, pour dire qu'effectivement l'écriture collective parfois ne se partage pas de la même façon pour tout le monde. Mais en tout cas, ça a donné lieu à ce livre qui est là maintenant et qui est, comment dire, presque en deçà de ce qui se passe encore maintenant, puisqu'on a même l'idée, vous savez que le début mars, donc Israël a repris les bombardements, a bloqué complètement la bande, a refusé l'entrée de toute aide humanitaire. Et à partir de là, on a eu des témoignages d'Abou Amir très très fréquents, à la fois de compte rendu des actions qu'ils ont menées, mais à la fois des réflexions de textes politiques, géopolitiques et des témoignages de personnes dans les situations où elles étaient. Et là, on est encore en train de se dire, mais ces textes-là aussi, il faudrait arriver à les mettre en forme, finalement très chronologiquement, puisque c'est depuis 2 mois, 3 mois, enfin c'est une catastrophe. Et ces textes ont d'une valeur encore inestimable, à la fois pour témoigner et pas pour sanctifier, pour que ça reste vivant cette histoire. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'on s'assoie sur ce qui est en train de se passer. Et donc, si vous avez des idées, parce que du coup, on est en recherche d'une forme de publication qui soit facile. On avait pensé au tract Gallimard. Moi, j'ai pensé à les mettre sur le site de Lundi Matin. Enfin, j'en sais rien. Voilà. Si vous avez des idées, en tout cas, voilà. Nous, on est en réflexion maintenant sur cette période-là. Donc, puisque notre livre,
il s'arrête du point de vue de ce qui se passe à Gaza à peu près en janvier 2025. Voilà. Donc je passe la parole à Pierre pour qu'il vous raconte le début du livre. Je vais d'abord commencer par raconter ce que vous savez toutes et tous. On est devant un génocide absolument épouvantable. On a un pays qui est quelque part le bras armé de toutes les sales idées que l'Occident avait. Il y a probablement plus de 100 000 morts à Gaza. Il y a en ce moment des milliers et des milliers d'enfants qui sont sous-alimentés, qui vont sans doute mourir de cette sous-alimentation, du fait que les mamans ne peuvent pas allaiter parce qu'elles n'ont pas de lait. Il y a l'organisation de la famine, le déplacement forcé de la majorité de la population, le fait maintenant qu'une énorme partie de Gaza soit interdite par l'armée israélienne et que les gens habitent dans des ruines, c'est absolument épouvantable. Le fait que les politiciens israéliens et ceux qui les soutiennent partout dans le monde, notamment en France, aient expliqué qu'il n'y avait pas d'innocents à Gaza et qu'ils aient appelé ouvertement au meurtre des femmes et des enfants. Voilà, moi je dirais, en tant que juif, en tant que fils de déporté, on est en train de voir dans les images que nous recevons de Gaza quelque chose qui ressemble de plus en plus à ce que les armées alliées ont découvert dans les camps d'extermination nazis. On laisse faire, on fait semblant de ne pas savoir, mais on est à une période où tout le monde sait, où tout le monde a accès à ces images, où tout le monde sait que la désinformation tue. Notre livre, il a entre autres pour but de lutter contre ça et de donner la parole aux Gazaouis. Alors je vais un petit peu expliquer la genèse de tout cela. En 2013, je fais un premier voyage à Gaza. Sarah Katz, qui est une des auteurs du livre, y a vécu 2 ans, dont 18 mois continuellement entre 2011 et 2014. En 2016, on réussit à revenir à Gaza par Israël, cette fois-ci avec la complicité du consul de France de Jérusalem de l'époque, parce que tout le personnel diplomatique français qui est en Palestine désapprouve, sans avoir le droit de le dire, la politique de complicité française. Et là, on va séjourner 3 semaines à Gaza. On va faire 80 rencontres en tant qu'Union juive française pour la paix. On rencontrera tous les partis politiques, de très nombreuses associations, et c'est là qu'on rencontre à Houza, au sud-est de la bande de Gaza, le Mokhtar, le chef traditionnel de la grande famille Abou Taïma, qui est une famille de plus de 2000 personnes. Et il nous dit je suis allé voir le gouvernement pour avoir de l'électricité. À cette époque, à Gaza, il y a 4 à 6 heures d'électricité par jour. Et l'eau, il faut aller la pomper à 200 mètres de profondeur, et encore, elle est salée. Et il dit, voilà, j'ai demandé une espèce de passe-droit pour avoir de l'électricité, pour pouvoir pomper l'eau, pour pouvoir sauver la récolte de melons. Et je ne l'ai pas obtenu, on va perdre notre récolte. C'est plus possible. Si la solidarité a un sens, faites quelque chose. Donc, quand on est rentré en France, on n'était pas du tout une association humanitaire, on ne savait pas faire. On a lancé une collecte, on a été surpris par l'argent qui est arrivé. On ne savait pas comment l'envoyer. Pour vous donner une idée, à cette époque, maintenant on ne fait plus ça, on a utilisé Western Union, on s'est fait blacklister, on a divisé la somme en 10 solidaires, ils ont divisé là-bas en 10 paysans pauvres qui ont chacun reçu plus de 2000 €. Et en 3 semaines, le château d'eau était construit. Il avait coûté beaucoup plus cher que prévu, avec du ciment au marché noir, puisque le ciment est interdit par l'occupant israélien, comme les crayons d'ailleurs. Enfin, il y a beaucoup de choses interdites. Et ça a été la première expérience, on était tout contents et tout, mais très rapidement, les paysans nous ont dit ça ne suffit pas. Si vous faites ça, les paysans qui sont plus loin ne vont pas avoir accès à l'eau, qu'à cela ne tienne. On a refait une collecte, ils ont construit 4500 mètres de canalisation et on a pu desservir une centaine de fermes. Ils étaient contents, mais ils nous ont dit, vous savez, ça coûte de l'argent d'électricité pour tirer l'eau, et une moitié des paysans sont trop pauvres pour pouvoir payer ce prix-là. Donc on a appris que si on veut aider durablement Gaza, il faut subventionner le prix de l'eau, et on les a subventionnés de façon continue
de façon à ce que le prix de l'eau pour tous les paysans ne dépasse pas 0,8 shekel par mètre cube, ce qui leur a permis à tout le monde d'avoir accès à l'eau. Et puis très rapidement, ils nous ont dit, nous, on veut être indépendants des partis politiques. Nous, d'après nos idées, on aurait préféré qu'ils soient affiliés à l'UAWC, qui est un peu le syndicat des travailleurs agricoles, qui est issu du FPLP, du Front populaire, mais ils voulaient être indépendants. Donc on a refait une collecte, ils ont construit une maison des paysans. Alors de la même façon qu'ils avaient écrit en haut du château d'eau, face à la barrière de séparation UJFP, donc Union Juive Française pour la Paix, ils ont intitulé la maison des paysans quartier général UJFP. Et donc les ministres du Hamas, quand ils voulaient discuter avec les paysans, venaient au quartier général UJFP. Et puis les projets ont augmenté et là on n'était plus capable de faire face. Et on s'est allié avec une association française humanitaire qui était la suite du comité de bienfaisance et de secours des Palestiniens. Humanitaire et quasi dissous par Darmanin. Ils ne sont pas formellement dissous, mais c'est pire que ça, puisque leurs locaux ont été fermés, leur compte bancaire a été bloqué, les permanents ont été licenciés et ils sont accusés, bien sûr, d'apologie du terrorisme, de soutien au terrorisme. Et je viens de voir que dans le rapport sur les frères musulmans, ils sont accusés d'être frères musulmans, ce qui est totalement délirant. C'est une association musulmane. Et pourquoi ils sont accusés d'apologie du terrorisme? Parce que l'armée israélienne a découvert sous l'hôpital Al-Shifa des fauteuils pour handicapés qui étaient marqués humanitaires. Donc fauteuils pour handicapés, c'est soutien au terrorisme, c'est assez clair pour le gouvernement français. Donc avec Humanitaire, qui avait beaucoup plus d'argent que nous, mais beaucoup moins de savoir-faire, il y a eu la construction d'une pépinière solidaire, et là c'est 1000 fermes de tout le sud-est de la bande de Gaza qui étaient raccordées. La pépinière solidaire permettant de passer des semences au plan. Et elle a amélioré considérablement la rentabilité de la quasi-totalité des fermes du sud-est de la bande de Gaza. On a pu acheter une voiture. Les paysans ont écrit en énorme sur la voiture Union Juive, puis comme c'était trop petit, Française pour la Paix en petit, la voiture sillonnait la bande de Gaza avec un agronome pour donner des conseils aux paysans. Et on était en train, la veille du 7 octobre, de réfléchir à un passage à l'agroécologie, parce qu'ils empoisonnent leurs terres avec des pesticides venus d'Israël, mais interdits en Israël. Et donc on était en train de réfléchir avec eux au passage à une agriculture beaucoup plus respectueuse et tout aussi rentable pour eux. Quand même, la veille du 7 octobre, Gaza est autonome en légumes, parce que c'est principalement du maraîchage qu'ils font, et en poulet, ce qui était quand même pas mal. Maintenant, tout est absolument détruit. Le château d'eau n'existe plus. Il a été détruit en février 2024. Le JFP a publié un communiqué, la destruction du château d'eau Trouza, un acte antisémite, puisqu'il était clairement mis dessus que c'était Union Juive Française pour la Paix qui l'avait construit. Alors, je vais parler du Gaza d'avant, parce que une des méthodes qu'a utilisé l'occupant pour réaliser un génocide de cette ampleur, c'est la diffamation complète de la population de Gaza et de ce qu'est la bande de Gaza. Gaza, d'abord, c'est 80% de réfugiés qui sont venus de tout le sud de ce qu'est aujourd'hui Israël. Israël qui a même changé les noms des villes, puisqu'ils habitaient Bersabé, qui s'appelle Beersheva maintenant, ou Ascalon, qui s'appelle maintenant Ashkelon. Et il y avait des réfugiés depuis Jaffa. 80% de réfugiés, 73% de la population a la carte de l'UNRWA. Il y a des réfugiés, notamment les Bédouins, qui n'ont pas la carte de l'UNRWA. L'UNRWA, l'Office des Nations Unies des réfugiés, permet l'éducation, la santé et l'alimentation. Donc vous enlevez l'UNRWA, vous transformez, ce qui est le cas aujourd'hui, Gaza en une population en très grande détresse. Gaza, c'est une population extrêmement pluraliste. On décrit souvent Gaza comme un peuple terrorisé par une dictature de barbus, ou au contraire fanatique et prêt à tuer le premier Israélien venu. C'est pas ça du tout. À Gaza, nous avons rencontré les dirigeants de tous les partis politiques. On a rencontré la direction politique du Hamas, le président du Parlement, Al-Astal.
On a rencontré la direction du djihad islamique, c'est beaucoup plus rare. On a rencontré la direction du FPLP, notamment Mariam Aboudaka, qui sera ensuite arrêtée dans ma voiture quand elle sera à Marseille, avant d'être enlevée en plein Paris par les sbires de Darmanin et expulsée au Caire, où elle est toujours. On a rencontré le Fatah, qui existe parfaitement à Gaza, deux dirigeants du Fatah, d'ailleurs avec des idées assez contradictoires. On a rencontré tous les partis de gauche, le FDLP, le FIDA, le Parti communiste, l'initiative palestinienne, voilà. À Gaza, vous rentrez dans un taxi, c'est vive le Hamas, ah non, abat le Hamas, ce sont tous des corrompus. Et dans les familles, les gens discutent parce qu'il y a des enfants qui sont dans des partis politiques différents. Gaza, comme toute la Palestine, c'est une population très hautement éduquée. Il y a 35% d'illettrisme en Égypte. Pour avoir traversé le Sinaï, on le voit quand on a affaire à une armée d'illettrés. Et à Gaza, comme en Palestine, il y a à peine 1% d'illettrisme. Il y a une multitude d'associations petites et grandes à Gaza. Les petites associations, notamment, elles assurent le préscolaire, le périscolaire. Les grosses associations, c'est le Centre palestinien des droits de l'homme, c'est l'UAWC, le syndicat des travailleurs agricoles, c'est le Parc, une grosse ONG qui achète la nourriture aux paysans pauvres pour la redistribuer à la population pauvre. Et donc tout le monde sait lire et écrire. L'école est gratuite de l'âge de 6 ans jusqu'au baccalauréat. Et après, les familles se saignent pour assurer l'université. Il y avait, statistiques de 2016, 100 000 étudiants à Gaza dans 6 universités, 21 000 diplômés et une majorité de femmes parmi les diplômés. Gaza, bien sûr, c'est une société patriarcale, mais ça lutte énormément à l'intérieur. Si vous avez vu le film Yalla Gaza, on voit des équipes de football féminines. Nous, on a eu des discussions assez formidables à l'Institut culturel français, dont le thème était faut-il élever de la même façon les petits garçons et les petites filles? Je vous assure que les femmes défendaient à fond leur identité et avaient mis assez minable les hommes qui disaient qu'ils pouvaient tout faire, mais quand même pas les couches du bébé. Donc on a eu une discussion là-dessus. Mais voilà, je veux dire que c'est une société patriarcale, mais ce n'est pas une société immobile du tout. Alors, je donne un exemple un petit peu de la résilience des Gazaouis. On est en 2016, on est à l'hôpital Al-Shifa, celui qui a été complètement rasé aujourd'hui. Son directeur est mort à 51 ans de la torture après avoir été enlevé. Le directeur de Kamal Adwan, le seul hôpital tout à fait au nord, lui, il est toujours en prison. Et donc, on est reçu à l'hôpital Al-Shifa. Il y a une seule psychologue salariée dans un hôpital qui avait 5 000 soignants et 20 000 malades. Elle nous dit « je ne pouvais pas faire face ». Alors, elle a pris sa page Facebook. Elle a dit « je veux 20 psychologues diplômés qui acceptent de travailler gratuitement ». Elle a eu 100 réponses. Elle ne pouvait pas prendre 100 personnes. Donc, elle a fait passer un examen écrit et oral pour des gens qui avaient fait 5 ans d'études et qui étaient diplômés. Elle a pris les 26 meilleurs, 23 femmes et 3 hommes, ce qui dit aussi pas mal de choses sur Gaza, qui arrivent avec des superbes uniformes qu'ils ont payés eux-mêmes, un uniforme pour les femmes, un uniforme pour les hommes. Et je leur dis, pourquoi vous acceptez de travailler gratuitement? Et les 2 réponses, c'est, 1, on a fait 5 ans d'études, on a des compétences, on ne peut pas laisser notre société s'écrouler. Et 2, un jour, le blocus s'arrêtera, on a de l'expérience, on aura du travail. C'est ça, Gaza, loin de toutes les images d'Épinal qu'on nous a balancées. Et Gaza, c'était aussi des producteurs, agriculteurs et pêcheurs. C'est principalement là-dessus, dans leur direction, que le JFP s'est déclenché, mais qui justement avaient le double but de vivre de leur travail et de nourrir la population. Avant de repasser la parole à Brigitte, je vais vous parler du 7 octobre. On a entendu des conneries monstrueuses sur le 7 octobre. On a essayé de nous imposer la parole des génocidaires. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire du 7 octobre? Premièrement, on enlève, pour moi c'est une insulte, quand on entend le plus grand pogrom de juifs, ça c'est les conneries de Macron, c'est invraisemblable. Ce n'est pas les juifs qui ont été attaqués le 7 octobre, c'est l'occupant, ce n'est pas du tout pareil, bien évidemment. On a entendu qu'il y avait des kibboutz de gauche qui ont été victimes.
je suis contre le fait de tuer des civils, mais je dois quand même dire des choses sur les kibboutz de gauche, parce que moi je les ai vus. Nous, on est à Houza, à un endroit où il faut creuser à 150 ou 200 mètres pour trouver de l'eau saumâtre, et les kibboutz de gauche, à 50 mètres de l'autre côté de la barrière, ils ont la pelouse, l'arrosage automatique et la piscine. C'est une gauche, mais légèrement coloniale, et qui a oublié le fait qu'elle est légèrement coloniale. Si on doit comparer le 7 octobre à quelque chose, comme on est en France, je le comparerai au 1er novembre 1954 en Algérie, après 124 ans d'un colonialisme meurtrier qui avait tué un tiers de la population pendant les 40 premières années et qui avait abouti au fait qu'il y avait plus d'illettrés musulmans en pourcentage en 1954 qu'en 1830. La cocotte minute a explosé. C'est une expression de Michel Warszawski, un anticolonialiste israélien. Et le 1er novembre 1954, les insurgés ont tué des médecins, des pharmaciens, des instituteurs. On ne peut pas imaginer que dans une situation coloniale, la société civile de l'État colonial ne subisse pas les conséquences de ce qu'elle inflige. Vous devez comprendre que Gaza, c'est une prison à ciel fermé, qu'avant le 7 octobre, il y a eu 7 ou 8 grands massacres, Plomb Durci 2008-2009, 1400 morts, Piliers de la Défense en 2012, 180 morts, Bordure protectrice en 2014, 2400 morts, que les Palestiniens ont tout essayé. Les marches du retour étaient parfaitement pacifiques. Ils étaient face à la barrière et disaient « on veut rentrer chez nous », puisque le droit au retour des réfugiés palestiniens a été reconnu par l'ONU. C'est la résolution 194. Et le bilan de ces manifestations pacifiques, c'est 350 morts et 10 000 gens bisés. Et on voit, notamment dans le film Yala Gaza, ce que ça veut dire une jeunesse massivement estropiée. Parce que 10 000 gens bisés, c'est évidemment une situation assez épouvantable. Si je dois comparer toujours le 7 octobre à quelque chose, je citerai Nourit Peled, une grande anticolonialiste israélienne. En 1997, sa fille Smadar a été tuée dans un attentat du Hamas. Netanyahou, qui avait été en classe avec Nourit, lui a envoyé des condoléances et elle lui a répondu « Tu es un monstre, tu es le seul responsable, tu obliges nos enfants à être assassins ou être assassinés. » Donc voilà. Après, sur le 7 octobre, on a raconté des tas de trucs de fous. On n'a jamais parlé de la directive Hannibal, qui est une directive de l'armée israélienne. On ne veut pas de prisonniers, parce que contre Gilad Shalit, ils avaient lâché 1000 personnes. Donc probablement un certain nombre des morts, on ne sait pas combien, ont été tués par leur propre armée quand les Palestiniens essayaient de les ramener à Gaza. Et puis, je ne sais pas comment dire, je ne suis pas pour la théorie du complot. Gaza, ça allait péter. On ne savait pas quand, ni comment, ni pourquoi, mais ça allait péter, c'était évident. Et la version que nous avons eue quand nous étions au Caire, c'est que les hackers palestiniens ont neutralisé l'informatique israélienne pendant quelques heures, ce qui leur a permis de mener l'attaque. Je réfuterai complètement, mon père était dans le groupe Manouchian, qui était l'armée du crime pour les nazis, je réfuterai complètement l'appellation de terroriste pour les Palestiniens. Les Israéliens ont enfermé 900 000 Palestiniens depuis 1967. C'est 40% des hommes entre 18 et 50 ans. Tous les partis politiques palestiniens sont qualifiés de terroristes. Le mot terroriste n'existe pas dans le droit international. Il existe dans le droit européen, mais c'est une erreur parce que ça a toujours été utilisé par les dominants pour essayer de qualifier les dominés de terroristes. Le FNL algérien, le FNL vietnamien, le groupe Manouchian ont tous été qualifiés, l'ANC sud-africaine, ont tous été qualifiés de terroristes. Donc ce mot-là, il est totalement impropre. Par contre, aujourd'hui, je vais repasser la parole à Brigitte, on a une urgence absolue, faire cesser cette horreur, immédiatement forcer à ce que l'aide puisse rentrer à Gaza, soit contrôlée par les Gazaouis. Et on n'a aucune autre perspective du fait que ce peuple devienne enfin libre et puisse jouir du droit international. Je crois que l'originalité de notre livre, c'est que ce n'est pas un livre sur Gaza, mais c'est un livre avec Gaza. Et ça veut dire qu'effectivement,
à la fois quand on travaillait dans les séminaires et à la fois quand on faisait des réunions en visioconférence, on était très souvent en contact avec Abou Amir et en discussion avec lui. Et que ce soit pour les décisions qu'il a prises pour l'organisation d'une vie plus digne dans les camps de déplacés, que ce soit pour n'importe quelle demande financière, y compris pas simplement dans les camps où lui, il intervenait, c'était toujours quelque chose qui partait de Gaza et qui était une demande de Gaza et à laquelle nous, on réfléchissait, on répondait, on travaillait, mais les choses se sont jamais faites dans le sens on regarde Gaza, on parle de Gaza, mais plutôt on fait avec Gaza et c'est comme ça que ça a marché. Et donc du coup, Abou Amir est resté au Caire quand ça s'est passé, quand le 7 octobre a eu lieu, et il s'y est trouvé bloqué puisque voilà, il ne pouvait plus passer, et il a pu rentrer le 1er décembre, c'est-à-dire la semaine où il y a eu la trêve, le 1er décembre 2023, et donc il est reparti à ce moment-là avec un tas de matériel, essentiellement des tentes, pour pouvoir commencer à installer les abris pour les personnes qui n'avaient plus de maison. Et donc après, alors, je reviens un petit peu sur le bouquin, enfin j'essaye de centrer sur le bouquin. Le chapitre du 7 octobre, moi je trouve que c'est le meilleur chapitre de notre livre parce que c'est un chapitre très politique et qui permet d'argumenter et de dialoguer en France avec toute cette question de antisionisme, antisémitisme, terrorisme. Enfin, Pierre l'a développé, je ne vais pas vous le redévelopper, mais je trouve que c'est un chapitre très solide sur la question. Voilà, donc c'est pour ça que je vous le conseille dans le bouquin. Ensuite, après, on a quand même essayé de travailler sur ce que c'est que vivre le génocide. Et là, on est aussi parti d'autres personnes, d'autres amis qu'on a à Gaza. Moi, j'ai vécu à Gaza... j'y suis allée une première fois justement avec le CBSP, Comité de soutien de bienveillance au peuple palestinien, une semaine. Et puis après, j'ai vécu 3 mois avant l'agression de 2014. Et donc, j'y ai des amis. Et donc, effectivement, on a travaillé sur les témoignages. Par exemple, j'ai reçu, je sais pas, 42 vocaux sur WhatsApp. Donc, avec le crayon, tac, tac. Parce qu'en fait, il paraît qu'il y a un logiciel qui enregistre, mais ça ne marche pas bien. On n'arrive jamais à quelque chose de correct. Donc voilà, travailler, retravailler, renvoyer le texte à Asma. Donc Asma, c'est une amie qui est prof de français, qui est francophone, qui est à Gaza, et qui, elle, a fait un témoignage très fort, qui est dans le bouquin, sur ce que c'est que les déplacements. Ce que c'est qu'être déplacée de chez soi. Et elle l'a fait à l'époque, elle n'avait été déplacée que 3 fois. Maintenant, quand je communique avec elle, elle ne peut plus parler. D'accord ? Elle m'envoie que des émoticônes avec des cœurs brisés ou des mains comme ça pour dire merci. Merci pour ce que vous faites. C'est-à-dire qu'on en est là, quoi. C'est pour dire l'horreur des choses. Donc, il y a des témoignages aussi de Marcel. Donc, Marcel, vous l'avez vu sur une des photos de la scolarisation, qui, lui, a fait des textes magnifiques sur ce que c'est. Parce que, voilà, je veux dire, Gaza, Pierre a beaucoup parlé de la vie à Gaza, mais Gaza, c'est plein de gens comme nous, comme vous, qui peuvent avoir un langage poétique, qui peuvent avoir un langage philosophique. Et les textes de Marcel sur ce que c'est que vivre dans les dunes, avec le froid et le sable, il est magnifique. Il est magnifique. Et à chaque fois, sur les boucles, moi, les gens disaient, mais voilà, c'est superbe, quoi. On peut presque enfin, voilà, ça nous apprend. Et c'est aussi, et du coup, ça me fait penser à une chose que je vous conseille, si vous avez l'occasion, c'est d'aller voir From Ground Zero, qui est un film fait de 22 petits documentaires réalisés par des artistes de Gaza pendant l'année de guerre, avec des téléphones portables qui ont été montés par Rachid Machaoui en France. Ce film est magnifique parce que c'est un vrai film de cinéma. C'est un propos cinématographique, c'est-à-dire c'est pas simplement l'horreur. Évidemment, on y voit beaucoup de bombes, on y entend des drones, etc. Même quand on téléphone à Abou Amir et qu'on reçoit des vidéos, on entend les bombes et les drones tout le temps, au téléphone. Voilà. Donc tout ça, c'est le passage sur vivre le génocide. Il y a aussi un texte d'Abou Amir sur les nuits sous les bombes.
Et il y a aussi un témoignage important d'une femme qui s'appelle Madeleine, qui est pêcheur, qui est la seule pêcheur à Gaza, qu'on essaye de soutenir aussi un peu avec la collecte. Enfin, il y a une ligne spéciale pour les pêcheurs, parce que les pêcheurs de Gaza sont vraiment les personnes les plus pauvres. Moi, quand j'étais à Gaza, j'ai vu ça. C'est les plus pauvres parce qu'ils ne pouvaient pas pêcher, parce que la limite était réduite, parce qu'il n'y a plus de poissons, et parce que maintenant, il n'y a plus de bateaux. Dans le port de Gaza, tous les bateaux sont par le fond. Il n'y a plus rien, quoi. Donc, c'est vraiment des personnes qui ont été extrêmement... dans la pauvreté. Donc Madeleine a aussi essayé de faire quelque chose dans un petit camp de pêcheurs, justement. Et après, on a travaillé avec Zakaria Bakr, qui est le délégué du syndicat des pêcheurs, l'équivalent de l'UAWC pour les paysans. Voilà, ils travaillent ensemble. Donc tout ça sont des correspondants à nous, à Abou Amir, et on travaille ensemble, ce qui fait que c'est vraiment un travail collectif de réseau, de partage, voilà. Et donc après, le cœur du bouquin, c'est l'organisation d'une vie digne dans les camps de déplacés. D'ailleurs, c'est le titre de mes chroniques, hein, Chronique Gaza, urgence déplacée. Et donc, ça a commencé par des tentes, ça a commencé, et ça continue toujours, par des repas. Donc actuellement, ils arrivent encore à fournir 3 repas équilibrés et importants par semaine dans le camp d'origine des paysans, 1800 familles. Mais également, par exemple, on vient d'envoyer de l'argent et on vient de faire une chronique sur des paniers repas qui ont été distribués à des gens qui n'avaient rien. Et ça, voilà, ça me permet de dire une autre chose dans ce travail collectif qui doit nous enseigner à nous, enfin aussi là où on milite, là où on travaille, là où on vit. Il y a 2 règles qui sont d'ailleurs décrites dans le bouquin. La première, c'est que les choses se partagent complètement, se font collectivement, et c'est d'abord pour les plus pauvres. D'abord pour les plus pauvres. Et ce partage collectif, ça met une règle, enfin ça met une règle, ça met une base. Moi maintenant quand j'entends liberté, égalité, fraternité, eh ben il n'y a qu'un mot qui me reste, c'est égalité. C'est-à-dire un homme ou une femme ne vaut pas plus qu'un autre homme ou qu'une autre femme. Et ça, c'est quelque chose qui est dans leur pratique quotidienne. Et je crois que voilà, c'est essentiel dans ce travail collectif. Donc, les repas, j'en ai un peu parlé. Et surtout, alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous avez pu retrouver si vous êtes allé voir des films sur la Palestine. Et déjà, ça existait dans les projets paysans. C'est le soutien psychologique. C'est des ateliers de soutien psychologique pour vivre la situation, des ateliers de soutien psychologique pour les femmes, des ateliers de soutien psychologique pour les enfants, associés à la scolarisation qui a repris tout ça, enfin, les tentes, les repas, ça a repris au départ, mais tout ce qui est organisation d'une vie collective, ça a repris le 1er mai 2024. Ils ont commencé à rescolariser les enfants semaine après semaine, etc. Donc les ateliers de soutien psychologique ont même été demandés à un moment donné par les femmes pour les hommes, parce que les hommes étaient dans telle situation narcissique défectueuse qui se comportaient de plus en plus mal. Et c'est ce qui arrive en situation de guerre, les développements des violences sexuelles, enfin des choses comme ça, et en situation où il y a par exemple pas de toilette, où il y a une toilette pour 500 personnes, enfin. Dans le film From Ground Zero, ça c'est vraiment travaillé. Je vous le conseille vraiment parce que du coup ça m'y fait penser. Et donc les femmes ont demandé à ce que les hommes puissent aussi, eux, avoir des moments collectifs de partage sur ce que c'était que vivre dans ces conditions-là, y compris d'activité physique, de mesurer un peu leurs muscles, de lancer des balles ou je ne sais, enfin voilà. Tout ça, c'est développé dans les chroniques, donc je reviens aux chroniques, et dans le bouquin, puisque dans le bouquin, il y a 3 cahiers photos qui montrent un peu tout ça. Et donc voilà. Et les ateliers de soutien enfin, comment dire, c'est tellement vivant cette histoire que
au départ, les ateliers de soutien psychologique, il y en a eu au moment du Ramadan, comment vivre le Ramadan dans cette situation-là, enfin, des choses très, très émouvantes. Mais actuellement, moi, j'ai fait un papier hebdomadaire dans Alter Midi. Sur 5 semaines, les ateliers psychologiques pour les femmes, c'est comment on vit avec la famine. D'accord ? C'est-à-dire se mettre en face de ça. Et comment on fait ? Donc des femmes qui racontent qu'un enfant qui leur dit j'ai faim, elle leur répond rêve le pain et tu verras ça ira mieux. Ou qui mettent de l'eau à bouillir pour faire croire qu'elles font des repas. Enfin, tout ça est mis en commun et partagé et travaillé. Alors évidemment, ça amène pas à manger, mais en tout cas, c'est quelque chose qui en dit long sur ce travail collectif et sur cette façon de prendre les choses à bras-le-corps. Et Pierre a parlé de la société patriarcale. On a eu par moments des témoignages d'ateliers de soutien psychologique pour les femmes, de femmes... Enfin, il y a eu, je vous le raconte parce que du coup, un témoignage absolument terrible d'une femme dont mariée, qui avait un enfant, et puis son mari ne revient pas. Donc en cette période, quelqu'un qui ne revient pas, ben voilà, il est mort. Et donc elle se dit, je vais retourner dans ma famille avec mon enfant. Mais en fait, à Gaza, quand on a un garçon, on ne va pas dans sa famille, on va dans la famille du père. Donc elle va dans la famille de son mari et la famille du mari lui dit écoute, tu vas épouser son frère, comme ça il aura un père, le garçon. Et elle n'était pas amoureuse, elle était amoureuse du père de son fils, mais pas de son frère. Et elle l'a épousé. Et en fait, un jour, le frère est arrivé en disant ton mari est là. Et en fait, elle a tout perdu. D'accord ? Parce qu'évidemment, voilà. Donc ça aussi, c'est des choses qui se travaillent, qui ne restent pas forcément sous silence. Et je me souviens, quand on a reçu cette chronique, je travaille beaucoup, vous connaissez ISM France, International Solidarity Movement, puis c'est un des sites sur lesquels il y a les chroniques. Et la personne qui s'en occupe m'a dit, je ne publie pas ça, parce qu'on va encore dire que Gaza est une société où les femmes sont, etc., etc. Et je lui ai dit, ok, je comprends, tu ne publies pas, mais moi je publie. C'est-à-dire, moi je l'ai publié sur un autre site sur lequel je travaille, qui s'appelle Le Point, avec un G, et où je publie aussi tous les jours. Voilà, mais en ne le publiant pas comme ça, abrupt, sans explication, ni avant ni après. Ça a été la même chose sur la question des manifestations qui ont eu lieu contre le Hamas. On en a entendu parler, ça a été instrumentalisé en France. Vous voyez bien que c'est le Hamas qui les a amenés là, etc., etc. Et Abou Amir a travaillé cette question-là. Et du coup, on a travaillé autour de cette question. Et je me souviens à l'époque avoir publié donc un article qui s'intitulait « C'est quoi résister ?» Et résister, ça va de respirer et continuer à vivre sur sa terre à balancer des roquettes. Tout ça, c'est de la résistance. Et se retrouver piégé dans un débat qui consisterait à dire il y a la résistance militaire, c'est elle seule qu'il faut, etc., etc. Et il y a l'autre. Non, c'est ça qui ne va pas. Et voilà, toutes ces questions-là, pour vous dire qu'elles se travaillent en collaboration avec Abou Amir. Ce n'est pas nous, tout seuls, dans notre coin, qui réfléchissons. C'est des choses qui sont posées. Parce que même chose, à ce moment-là, le papier, il ne pouvait pas passer sur ISM parce qu'on n'attaque pas la résistance. Mais en même temps, il est passé quand même, mais autrement, autour de cette question, qu'est-ce que c'est que résister ? Et pour ne pas se retrouver piégé dans ce débat complètement instrumentalisé qui peut recouvrir le débat antisionisme, etc. Enfin, antisémitisme, antisionisme, etc. C'est des exemples que je prends pour vous dire à quel point tout ça reste vivant. Et peut-être pour finir et laisser la parole, il y a 2 initiatives importantes qui ont eu lieu récemment. Il y en a une, vous l'avez eue à Marseille, elle a démarré à Marseille, chez Pierre. C'était Fin de justice, la fin de justice à l'initiative du médecin Pascal André, qui d'ailleurs a fait la préface de notre bouquin, avec Iman Sharifi, une infirmière. Et j'en profite pour vous conseiller de regarder sur Internet, sur YouTube, vous trouverez le témoignage de Iman Sharifi à l'Europe. Il est magnifique.
Il est magnifique. Enfin, moi, on sort en larmes, mais il est magnifique parce qu'il est essentiel. Voilà. Donc, c'est cette initiative-là. Ils sont arrivés en grève de la faim itinérante, ils sont montés à l'Europe. Et a priori, il y aurait des choses qui se mettent en place d'un point de vue, on va dire, plus juridique et plus au niveau de l'Europe. Et il y a l'initiative que nous avons lancée, nous, donc avec 6 personnes qui ont répondu présent, comme on dit, tête de pont, c'est-à-dire Edgar Morin, Annie Ernaux, Sophie Bessis, Étienne Balibar, Mona Chollet et Ronnie Broman, qui s'intitule Laissez passer l'aide maintenant. Donc avec 4 ou 3 revendications très précises, je vais essayer de vous les dire après. Mais je vous parle de cette initiative parce qu'à l'heure actuelle, je crois qu'on est à 7-8 000 signatures. Voilà, plus des signatures d'associations, de syndicats. Par exemple, la CNT a signé, Visa a signé, des syndicats, des sections syndicales comme le SNU, FO, là, les syndicats des instituteurs, FO a signé. Enfin bon, voilà. Et a priori, on essaye de faire, parce que cette question de l'aide, elle est essentielle. Vous savez quand même qu'Israël a décidé avec les États-Unis, à partir de dimanche, de mettre en place cette horrible association constituée en Suisse qui distribuerait de façon militarisée l'aide, etc. Donc voilà, aujourd'hui, la bagarre, c'est ça. C'est laisser passer l'aide, ouvrez les portes, laisser passer l'aide humanitaire. Et donc, on va essayer de faire dans différentes villes où on est, avec cet appel, laisser passer l'aide, qui est adressé à notre gouvernement. C'est-à-dire, vous pouvez faire en sorte que l'aide passe. Et donc, on va essayer de faire à Paris, moi je ferai à 7 demain, des appels, enfin des prises de parole autour de cet appel et prendre un certain nombre de photos et demander rendez-vous, donc encore une fois, la semaine prochaine au ministère pour avoir une réponse de leur part. C'est la fin de cette rencontre. Nous vous remercions pour votre écoute. Pour aller plus loin, nous vous proposons de découvrir Une étrange défaite sur le consentement à l'écrasement de Gaza de Didier Fassin, ainsi que Le nettoyage ethnique de la Palestine d'Ilan Pappé, ou encore Un historien à Gaza de Jean-Pierre Filiu. À retrouver au rayon Sciences humaines de notre librairie. C'était Mon Petit Podcast. Retrouvez-nous dans 2 semaines pour un prochain épisode. En attendant, vous pouvez découvrir nos prochains événements sur notre site internet maupetitlibraire.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux et newsletters. À bientôt!